C'est une suture de coiffe sous-arthroscopie que Pierre Abadie est en train de nous préparer au bloc. C'est un monsieur de 59 ans qui est droitier agriculteur, qui a des douleurs de l'épaule droite depuis plusieurs années, mais comme souvent les agriculteurs, il a vraiment attendu d'être extrêmement gêné pour venir consulter et explorer son épaule. On a un très bel IRM avec une rupture, donc vous voyez, de stade 2. Stade 2, ça veut dire que la rétraction de la coiffe des rotateurs n'est pas distale, elle est déjà significative et elle s'approche du sommet de la tête humérale. Donc c'est une rupture de l'ordre de 1,5 cm à 2 cm, comme on le voit sur l'IRM. À ce propos, je peux vous dire que l'IRM est sûrement le meilleur examen à l'heure actuelle pour explorer les ruptures de coiffe. Ça n'est plus l'arthroscanner, mais c'est l'IRM qui nous apporte avec les nouvelles machines et surtout des interprétations de qualité. En tout cas, pour une rupture de coiffe classique, l'IRM permet d'éviter l'injection d'un produit de contraste. Là, on voit donc qu'il n'y a pas d'amyotrophie musculaire. C'est aussi un élément dont on tient compte quand on répare une coiffe. On regarde l'état du muscle. Alors, bienvenue. Oui, je vous entends. Bienvenue. On est donc à l'intérieur de l'articulation gléno-humérale. Si on peut mettre d'ailleurs à l'écran l'image arthroscopique. Voilà, vous voyez sur la gauche de l'écran la glène de l'omoplate. Sur la droite de l'écran, la tête humérale. Ici, en avant, nous sommes en avant, vous voyez tendu de façon horizontale le tendon du sous-scapulaire qui est normal. Et puis, immédiatement en dehors, la longue portion du biceps qui va s'attacher sur le bord supérieur du labrum que vous voyez ici. On est globalement quand même, chez ce patient de 59 ans, sur une épaule qui est un tout petit peu dégénérative, avec une chondropathie de stade 2 sur la glène. Tu peux nous montrer un peu plus le tendon du biceps ? Montre-nous un peu mieux le tendon du biceps, que tout le monde est... Parce que c'est un peu le point de repère. Alors, je veux bien le palpeur, s'il vous plaît. Voilà, là on le voit bien. Voilà. Donc, voilà, alors, vous avez ici un crochet palpeur avec l'insertion du tendon du biceps sur la glène, au sommet de la glène. Et ce tendon du biceps va filer en avant vers sa gouttière. Voilà, qu'on suit ici, pour vraiment plonger ensuite sur la face latérale du sous-scapulaire. Et alors, si on se projette un tout petit peu en dehors... Montre-nous aussi les rapports entre le sous-scapulaire et le biceps en montrant que les raisons pour lesquelles on est obligé d'ailleurs de souvent couper le biceps, c'est qu'il y a un effet un petit peu de cisaillement du biceps sur l'insertion du sous-scapulaire dans certains cas. Et là, on a l'impression que c'est un peu le tendon sous-scapulaire... Le tendon sous-scapulaire, vous le voyez ici, il est parfait. En revanche, comme tu le dis, effectivement, il y a une petite irrégularité, mais qui ne touche pas le tendon en lui-même, qui touche en réalité la poulie médiale de réflexion du biceps qu'on voit ici, et le tendon du biceps qui est ici et qu'on voit très bien. Donc on voit les rapports très étroits entre le tendon du sous-scapulaire et le biceps, et on peut aisément comprendre quand cette poulie est endommagée, que le tendon puisse se luxer médialement et secondairement aller léser le tendon du sous-scapulaire. Alors, là, on va... Voilà, maintenant la rupture de coiffe. Voilà, on change un petit peu de niveau, on se latéralise un petit peu, et vous voyez que mon crochet palpeur passe en réalité à travers cette lésion de coiffe, cette perforation transfixiante de la coiffe, qui est ancienne, puisque ce patient souffre depuis plus d'une dizaine d'années. Et là, c'est un trou manifeste, qui fait plus de 2 cm de long. En réalité, je pense que l'IRM était un petit peu ancien et c'est déjà une rupture de coiffe assez rétractée. Voilà quelle peut être la vision de cette rupture par voie endo-articulaire. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire la ténotomie du biceps, qui va effectivement participer au soulagement du patient. Voilà, peut-être qu'on va te laisser faire la ténotomie du biceps avec l'antenne, là. Puis dès que tu auras fait cette ténotomie, on repassera dans l'autre salle. Voilà, je pense que ça va être assez rapide en réalité. Voilà, ça y est. Le biceps est ténotomisé et il va se loger à l'entrée de la gouttière sans descendre et sans qu'on ait, en tout cas dans notre pratique, à déplorer de signes de Popeye. On va maintenant, nous, changer d'étage et passer à l'étage supérieur par voie sous-acromiale.
voilà, on a changé d'étage, on est monté d'un étage et maintenant, vous voyez ici au plafond le bec acromial sur ce patient qui est effectivement agressif et qui est responsable, et là on va voir la lésion de coiffe par voie supérieure, responsable de cette lésion. Et on se rend en réalité assez compte du caractère très agressif de cet acromion qui, en élévation, vient au contact du tendon et puis par frottement, par usure, a donné cette lésion complètement transfixiante et qui est en réalité déjà assez évoluée puisque très difficilement réductible. Et en réalité, on a été obligé d'aller libérer les tendons supra- et infraépineux très en arrière, puisqu'on voit ici l'épine de l'omoplate. Voilà, donc je pense que ce travail de libération est maintenant bien avancé, et on va tester la réductibilité de cette coiffe. Donc là, Pierre a déjà fait tout un travail préparatoire. Ça, c'est souvent assez long de libérer l'épine, de libérer les tendons. C'est même le temps le plus austère, mais le plus utile, parce qu'une bonne réduction, une bonne réparation de coiffe, c'est une coiffe qui est réparée sans trop de tension. Comme elle était un peu rétractée, on va voir ce que ça donne, si ça tire très fort ou pas. Alors, voilà, là, on est quand même obligé de tirer assez fort, et on se rend compte, comme d'habitude, que c'est surtout la partie antérieure qui est rétractée et qui est la moins extensible. Voilà, mais au final, on arrive à couvrir complètement le footprint. Parce qu'en avant... Là, maintenant, on va changer de temps. On va réaliser l'acromioplastie, qui correspond à ce rabotage osseux, pour finalement redonner de l'espace entre le tendon et cet acromion. Alors, c'est un acromion qui est particulièrement agressif, et dans ce cas, on va commencer par réaliser un trait transversal d'externe en interne qui va jusqu'à la clavicule qu'on voit ici, qui est déjà bien visible. On a pris le temps de bien la nettoyer auparavant. Et tout ce qui est en avant, c'est pour nous cette zone conflictuelle qui correspond en réalité à l'ossification du ligament acromio-coracoïdien. Et tout ça, c'est quelque chose qui doit partir pour justement que le conflit puisse lui aussi disparaître. Donc le conflit sous-acromial, il est bien antérieur. Il est... La raison pour laquelle on a pris cette fraise motorisée, alors il y a un peu de brouillard, je m'en excuse, mais ce sont tous les débris osseux. Non mais on voit bien. Qu'il faut bien évidemment évacuer. On voit bien aussi le soin que tu prends pour avoir une surface parfaitement. Alors nous, on a un tout petit peu avancé. On a terminé notre acromioplastie et vous voyez l'espace qu'on a pu gagner par rapport au temps précédent. Il y a plus d'1 centimètre maintenant entre cet acromion et la coiffe des rotateurs. On a eu le temps de mettre une première encre que vous pouvez voir ici. C'est l'équivalent de cette encre qui comporte en réalité 2 fils et qui a deux pas de vis, un pour l'os spongieux et un autre pour une meilleure tenue corticale. Alors c'est un patient qui a un os d'une très très bonne densité, donc l'encre tient très très bien. Et vous voyez ici les 2 fils, le fil tigré et le fil violet. Alors on a passé le premier point et là on va tester la réductibilité de la coiffe. Voilà, donc là maintenant on va pouvoir descendre le premier nœud. Alors on fait plusieurs boucles dans le même sens, on s'assure que le nœud soit toujours coulissant bien évidemment, et on va pouvoir plaquer ce nœud contre l'encre tout en ramenant la coiffe. Voilà, donc l'encre sert de poulie, voilà, alors, de réflexion voilà, pour ces fils, et le nœud est appuyé sur l'encre, voilà, de façon à ce que le nœud ne soit pas présent dans l'espace sous-acromial, qui ne provoque pas lui aussi un espèce de conflit. Et ça, c'est important pour la qualité de cicatrisation. On va continuer notre travail et essayer de refaire un point 3 à 4 mm en arrière. C'est un bel outil, ça, que tu montres. C'est une pince automatique qui permet de traverser la coiffe. Donc, vous voyez que la pince mord le tendon et que l'aiguille qui est chargée dans la pince ressort de la pince avec le fil qui est rattrapé automatiquement par la pince. Donc ça, c'est vraiment une invention extraordinaire de nos collègues de l'industrie de l'épaule, puisqu'on peut, avec le même instrument, mordre le tendon, passer le fil, rattraper le fil et le récupérer à l'extérieur du patient. Voilà, c'est ce que vient de faire Pierre, tout ça dans un seul temps, un seul geste.
une vraie machine à coudre. Voilà, c'est une machine à coudre. Oui. Voilà, et puis là, on se rend compte qu'en réalité, c'est ce point qui ramène surtout la coiffe. On est plus postérieur, la coiffe est plus souple, Voilà. et en réalité, c'est ce point qui est, je crois, important sur le plan mécanique. Voilà, puis tu fais Et donc, on va remonter ton recommencer cette infraépineux, procédure. On voit que... Donc voilà, le fil Donc, qui on est passe- tendu sur l'image, c'est le fil qui permet de descendre les demi-clés. Donc il forme, Pierre met de la tension sur ce fil pour qu'il soit un axe rigide et qu'il puisse faire descendre ces demi-clés sur cet axe rigide ou ce fil rigidifié de façon à ce que le nœud ne se coince pas lors de la descente. Hein, c'est aussi des petites choses pratiques. Voilà. Donc on voit bien les demi-clés descendre. Donc il pousse, il fait coulisser son fil, ça permet de réduire le tendon. Il a une bonne prise sur le tendon puisque grâce à sa pince, il a pris une prise de l'ordre d'1 centimètre sur le tendon. Donc il n'y a pas de risque de dissection du tendon par le fil, ce qui peut, sur une coiffe un peu rétractée comme ça, être le problème. Il arrive à éviter de s'emmêler avec les fibres musculaires qui sont tout autour. C'est là aussi l'une des difficultés habituelles de tout ça, parce que l'espace est quand même assez restreint. Et puis, il descend des demi-clés pour verrouiller son nœud. Donc là, il a verrouillé son nœud et il va le couper avec là aussi une pince automatique. Vous voyez, c'est une pince qui est descendue le long du fil et il n'a plus qu'à appuyer sur la pince pour sectionner le fil. Donc ça fait partie aussi des progrès. Le deuxième ancrage avec l'utilisation d'abord d'un pointeau tarot qu'on met effectivement sur le bord latéral du trochiter, et c'est là qu'on se rend compte finalement de la dureté de cet os. Voilà. Le pointeau qui fait le trou et le tarot qui vient en suivant, qui prépare la forme de l'encre, parce que les encres sont résorbables, donc elles sont par définition fragiles, en tout cas elles ne sont pas assez dures pour percer l'os par elles-mêmes. Donc on est obligé de préparer le trou et le pas de vis de l'encre. Et tout ça là aussi, c'est aussi un petit progrès qui fait gagner du temps. C'est qu'au lieu d'avoir un pointeau puis un tarot, on a un pointeau qui fait tarot en même temps. L'encre résorbable, c'est un choix de chirurgien. Nous, on préfère mettre des encres résorbables parce qu'on trouve que moins on laisse de matériel dans l'épaule, mieux c'est. Ne serait-ce que pour pouvoir faire de l'imagerie après comme de l'IRM. Et puis en cas de reprise, c'est quand même mieux de pas avoir de matériel en place. Et avec ces encres résorbables qui sont une espèce de vicryl durci, on a une réparation qui est très solide. C'est des encres qui s'arrachent quasiment jamais. Donc c'est tout à fait suffisant, même pour une coiffe rétractée. Il n'y a pas non plus, comme il y avait au départ... Là, on peut tester la résistance de l'encre. Alors là, il a utilisé un autre instrument qui est un crochet qui reproduit une espèce de porte-aiguille. Donc, il vous montre toute la palette de ces instruments avec le crochet, le fil qu'il a récupéré avec sa pince de l'autre côté. Et il vous montre qu'il est aussi à l'aise avec la pince automatique qu'avec le crochet manuel des anciens arthroscopistes. Voilà, alors là, il démêle un petit peu ses fils avec une pince magique. C'est le 4e fil. Et pour moi, elle est revenue complètement. Je suis en train de couper les derniers fils et je vais vous montrer ce que peut donner l'impression finale avec, par vue extérieure, la disparition complète du footprint et une couverture complète avec ces 4 fils qui sont tous distants de 3 à 5 mm selon cette technique du double haubanage. Est-ce que tu peux nous montrer l'espace sous-acromial pour qu'on voit bien que dans l'espace sous-acromial, la coiffe est venue recouvrir complètement la perforation. Voilà, alors là on fait tourner l'humérus sous la coiffe. Voilà, on fait tourner l'humérus sous le auvent acromial et on se rend bien compte qu'il y a à nouveau un très bon espace. L'espace précédent, je veux bien le palpeur. L'espace précédent était à peu près limité à ce niveau-là, donc on a quand même fait récupérer plus d'1 centimètre d'espace et je pense que le fonctionnement des tendons et leur cicatrisation sera grandement facilité par cette acromioplastie.